Question du président de Moda France, Louis Jean. Mes chers collègues et camarades de Moda France, une pensée spéciale à notre ami et frère Jean Fidel qui a perdu son père hier soir au Canada. Les responsables d'associations et d'entreprises haïtiennes de France, les représentants d'églises haïtiennes de France, les chauffeurs de taxi de France, chers compatriotes, chers amis, chers invités, chers compatriotes internautes, mesdames, messieurs, vous me procurez une joie immense et ma gratitude envers vous, voyant ici, est indescriptible. Haïti d'abord, diaspora de France, grâce à cette fierté, nous nous sommes réunis ce jour pour cette grande première dans la communauté haïtienne de France. Depuis 27 ans, les Haïtiens mènent un combat contre l'oligarchie qui place la population au bord du fleuve. Aujourd'hui, le MIDA a compris l'enjeu et c'est pourquoi il décide d'emmener le peuple haïtien au centre du jeu. La politique est l'art et la manière de gouverner. Le MIDA, mouvement d'union de la diaspora haïtienne pour Haïti de France, se met en quête d'une gouvernance saine et prospère pour une nouvelle alternative politique en Haïti avec tous les Haïtiens de France. Nous ne voulons plus être téléspectateurs de notre destin, diaspora de France. Nous voulons être des acteurs pour un Haïti belle, pimpant et indépendant. Dans un faisceau d'union autour d'un dialogue social, un débat national afin de construire un pacte national pour sauver notre cher pays. On ne pourrait plus continuer à faire de la politique via des associations ou des églises. Le mouvement sociopolitique MUDA est à votre disposition pour exprimer votre opinion politique, vaudouisant, catholique, protestant, athée, etc. Porte là ouvrir pour tout le monde. Le droit des individus n'a guère été épargné par les lois inutiles votées par les parlementaires au détriment de la diaspora et couronné par les succès des incompétents au panthéon du ridicule. À ceux qui s'exaspèrent du bavardage de notre législateur chiffonné, il faut dire que le pire est à venir si on ne fait rien. Diaspora de France. L'idée de mettre la diaspora dehors dans son propre pays est inacceptable. Les Haïtiens d'intérieur nous considèrent comme une vache à lait. Le moment est venu, avec l'idée de dire Abraham, dit c'est assez. Arrêtons l'hypocrisie sans dessous. Le non-représentation de la diaspora dans les organes sociaux est le résultat d'une discrimination sans nom et non des défauts d'appétence pour le pouvoir et la gestion. Le pays ne saurait se parer d'un semble de légitimité que s'il était démontré que la diaspora aspira à occuper des hautes responsabilités, ceux sont vus massivement refusés parce qu'il était en dehors du pays. S'il y a peu d'élus, c'est peut-être parce que les candidatures restent rares, pas peur de mourir, et rien ne peut d'affirmer que la faible présence de la diaspora dans la sphère du pouvoir est le fruit d'une discrimination dite certaine. N'est-elle pas la discrimination absolue? J'affirme que si j'arrive aujourd'hui devant vous, diaspora de France, c'est pour vous inviter à vous impliquer dans la politique de notre pays, non en solo. On est tous concernés du sort d'Haïti. Je vous invite à prendre votre carte dans MIDA afin d'agrandir ce grand mouvement sociopolitique. On avait tenté la formation d'une telle organisation de lutte de nos masses populaires sans que nos programmes d'action soient été étudiés sous tous les éclairages. Elle aurait constitué un assemblage ou des secteurs non informés sous le but de la diaspora qui profitent dans le désordre le plus chaotique. Il est des unités qui divisent et des divisions qui unissent. Il fallait avant tout se dégager un programme politique clair autour duquel tous les activistes populaires de notre diaspora, sans aucune ségrégation idéologique, se retrouvent pour le bien-être de notre pays. L'expérience internationale nous montre en effet que c'est autour d'un programme commun, véritable organisateur collectif, que nous pourrons sauver Haïti. Il reste beaucoup à faire pour dégager complètement ce programme, nécessaire à la formation des larges partis de masse qui devraient diriger notre peuple
dans une voie authentiquement haïtienne vers un progrès social continu. Mais on peut considérer que quelques efforts ont été faits dans cette voie. Actuellement, les idées directives de la France ne sont plus complètement méconnues. Et à mon avis, aussitôt qu'ils seront rétablis les libertés citoyennes essentielles dont nous sommes privés depuis des années, il faudrait commencer à lancer des appels et se rassembler tous ceux qui défendent la diaspora, quelle que soit leur idéologie. Il faudrait éclairer bien des problèmes pour y arriver, mais cette perspective est devant nous. Si nous abandonnons l'appossibilisme et les rêves chimériques, la politique est trop belle pour la laisser entre les mains des aveugles, trop importante pour l'ignorer, trop essentielle pour ne pas la caresser. Parce que quand bien même une discrimination serait constatée, elle n'aurait rien d'intolérable aux yeux des Occidentaux qui profitent gracieusement de cette manne compétente chez eux qu'est la diaspora. Nos étudiants abandonnent leurs études pour aller travailler au McDo dans des boîtes de sécurité pour trouver des debout ou pour payer leur loyer. Et c'est bien là le nœud du problème. La loi doit offrir un cadre propice à la diaspora en acceptant la double nationalité, le droit de vote de la diaspora qui découlerait sur les députés et les sénateurs de la diaspora afin d'éviter cette paralysie débile que connaît Haïti. Et faire en sorte que l'exercice de leur activité soit aussi harmonieux que possible. On n'est pas là pour persécuter les Haïtiens d'intérieur, car on nous a fait croire qu'il existe deux types d'Haïtiens. C'est une hérésie. Il y a un seul peuple et une seule nation. Et cet amour pour Haïti est indélébile et inaliénable. La diaspora n'est pas là pour leur imposer des contraintes qui ne seraient pas fondées sur des considérations d'ordre public évidentes. Le seul critère devant présider à leur sélection est celui de la compétence. Tout le reste n'est que littérature. C'est si vrai que si une telle atteinte à la liberté devrait être décidée, elle manquerait une rupture avec un droit des sociétés qui a toujours manifesté une réelle référence pour la souveraineté des assemblées invitées à désigner des dirigeants. Espérons que le rempart des principes fondamentaux sera suffisant pour brosser les assauts de ce politiquement correct qui ambitionne de transformer la Constitution en une Bible assurant la promotion des minorités opprimées que la diaspora. Pourtant, Haïti aujourd'hui est encore loin de ressembler à l'image qui s'est faite cette petite classe moyenne habitant les montagnes de Boutillier, les villas de Publin ou de Tabar. La pauvreté est omniprésente, y compris à Port-au-Prince ou la banlieue de Pétionville, s'étend de plus en plus pour accueillir des jeunes quittant la campagne, non parce qu'il n'y a pas de travail dans les champs, mais parce que la ville est un Eldorado pour celui qui est né dans la brousse. Cela veut dire qu'on est tous diaspora. Loin du poids des traditions de la famille, une frange importante de la jeunesse sombre dans la délinquance ou la prostitution. Les enfants sont la première victime, puisque la tranquillité nécessaire à leurs études et l'argent pour les financer manquent très souvent. Heureusement, la diaspora est présente pour pallier au manquement de l'école gratuite et à l'école pour tous via les transferts et les appels vers Haïti. Il en résulte un taux d'analphabétisme ahurissant, car bien supérieur à celui de pays africains, pourtant plus pauvres. Les femmes sont les secondes victimes des dérèglements sociaux du pays. Elles ont une importance économique grandissante grâce au commerce et au financement des micro-activités. Leur rôle est primordial dans la société traditionnelle haïtienne. Haïti pas péri si diaspora mettait que ensemble. Mon analyse permet d'aborder le démontage de la terreur qui se manifeste sur toutes ses formes au sein de la communauté haïtienne exilée contre son gré. Le peuple, le principe de cette résignation consiste à faire fonctionner une réalité inacceptable pour la diaspora qui le reçoit. Dans la diaspora, cette réalité radicale, elle indique à l'homme qu'il n'existe pas et que son unique vocation est de concrétiser une existence en travaillant sans moindre loisir. Dans d'autres cas, on tente de montrer à la diaspora que se le constitue comme personne est incompatible avec le projet social du pays d'accueil et que par conséquent, il doit changer de personnalité. De ce fait, l'homme que tu as connu en Haïti n'est plus l'homme que tu as rencontré ici en France. L'incompatibilité se présente d'emblée.
De ce point de vue, la résignation de la diaspora apparaît comme spécifique par rapport à ce qui pouvait se passer pour les esclaves dans l'Antiquité, dans la mesure où précisément l'esclavage est constitué en dehors de toute idée de corps propre. Ce qui ne dépend pas de nous, dit Épithète, c'est notre corps, c'est la richesse, la célébrité, le pouvoir. Le processus d'abandon du corps propre s'inscrit dans une réalité commerciale paroxystique qui s'impose dans la diaspora. La logique industrielle qui ramène chacun à une marchandise entièrement traficable et transformable s'impose ici, sans nuance. On retrouve ici le ton et l'esprit des correspondances commerciales appliquées à la marchandise humaine. On faisait croire, par exemple, aux familles que la diaspora aurait pu sortir le reste de la famille dans la misère, mais que sa mauvaise foi avait retardé cette échéance. La famille envoyait alors parfois à ces derniers des lettres ou des mails portaient de recommandations accompagnées de brimades, ce qui avait pour effet de la plonger dans un désespoir lié au sentiment que même les siens se retournaient contre lui. Pour toutes ces raisons, l'union de la diaspora est urgente pour une nouvelle patrie plus forte, mieux organisée et unie. Je ne suis tout simplement qu'un accidenté géographique d'Afrique. Je suis obligé de constater que nous sommes condamnés à partager à 100% les mêmes idées pour se rencontrer et nous parler. L'intelligentsia haïtienne reproduit sans se rendre compte des comportements de soumission, des comportements de refus de la créativité, des comportements d'obéissance à une ligne directrice de laquelle il ne faut pas s'éloigner. Je suis persuadé que nous pourrons rechercher la même finalité sans obligatoirement passer par le même chemin. Ce qui se passe en Haïti prenne toute sa force aujourd'hui tant que l'élite haïtienne, dont la diaspora est soumise à une influence étrangère. Elle est incapable de faire un diagnostic réel et sérieux du pays. Pour cela, elle joue un rôle de bas étage, ce qui revient à dire réflexe de subordination. Les sociologues ont démontré que chaque parent éduque son enfant pour le remplacer au poste qu'il occupait dans le système d'intelligentsia haïtienne a fait un travail qui consiste à éduquer les Haïtiens dans le rôle de subordination. Pour ma part, une telle démarche est inacceptable. Je pense qu'il faut constamment trouver de nouvelles idées et de nouveaux projets pour ce beau pays qu'est Haïti, que nous aimons tous. Il est temps de plancher sur notre identité culturelle sans laquelle nous serons au banc des nations. L'identité est une chaîne ininterrompue d'innovation. Avoir une idée fixe de l'identité, c'est une idéologie. Quand est-ce que les idéologues étrangers auront en face d'eux des intelligences égales, capables de questionner vitalement pour notre cher Haïti et pour les Haïtiens? J'essaie de mettre en lumière les recommandations étrangères et voici une recommandation qui mérite une analyse profonde. Et ceci, je m'adresse à vous tous. Prendre les élections comme point de départ en se mettant d'accord sur les conditions d'un processus électoral libre, juste, transparent et donc crédible. Scellé d'un pacte accepté par tous les partis, le président, le premier ministre, la législature et l'institution de supervision des élections. Identifier une institution ou un mécanisme national de confiance, tel que le groupe écuménique Religion pour la paix, pour fournir, avec un partenariat international, des directives sur les règles de lancement d'un processus de dialogue global et d'établissement de mécanismes efficaces, mettant en œuvre ces conclusions et contrôler et inciter au respect des engagements pris. Et troisièmement, établir un agenda pour le dialogue national qui consacre également des politiques de long terme, notamment la stratégie de développement des 5 E, emploi, état de droit, éducation, environnement et énergie, ainsi qu'un contrôle adéquat à la transparence à la mise en œuvre des décisions. Pour diminuer la tension politique entre les branches exécutives et législatives. Quatrièmement,
montrer du respect pour la Constitution en évitant les actions telles que les nominations directes aux postes publics qui exigent une élection et annuler toute nomination qui viole cette règle. Cinquièmement, adopter des initiatives pour consolider les groupes alimentaires en blocs stables construits autour de politiques plutôt que des terrains individuels. Sixièmement, s'engager à soutenir la mise en œuvre d'un accord national mené par les Haïtiens pour répondre aux défis de développement et de gouvernance à condition qu'il soit fondé et appliqué à travers le dialogue, le compromis et le consensus politique. Et pour finir, je termine avec la lecture d'un poème. Haïti, ma femme. Tu es rentré dans mon cœur comme un tsunami, en m'apportant toute la dignité que j'espérais. Tu as comblé l'immense vide de ma vie, Haïti chérie, en me permettant de me sentir homme. Comment comprendre ces doux sentiments qui nous unissent l'un l'autre? Notre amour est éternel, cette sensation qui ensemble nous transporte et qui chaque instant nous unit me rend heureux et fier. Tu habilles mon âme de tes plus beaux habits, ton visage illumine ma vie de ses sourires et effleurant le subtil souffle de tes lèvres, la vie me fait le plus beau des cadeaux, être haïtien. Vive Haïti, vive la diaspora. Merci. J'invite Edwin Haïti pour son répétition. Après, on passera au jeu questions-réponses.